Ce mardi 19 mai, les députés nationaux membres de la Commission Environnement, Tourisme et Ressources naturelles ont auditionné 2 ministres qu'accompagnaient plusieurs autres responsables des divers services. Claude Nyamugabo de l'Environnement et Kouet du portefeuille sont venus d'abord écouter les préoccupations des députés avant de prendre rendez-vous dans 48 heures pour donner des réponses idoines. Avec le premier, il a été question de savoir ce que gagne réellement la population congolaise vis-à-vis des aires protégées qui occupent de grandes étendues de terres cultivables. La nouvelle vision de la gestion des aires protégées en République démocratique du Congo est d'assurer la conservation et la gestion efficace et durable de la biodiversité dans tout le réseau national d'aires protégées du pays, en collaboration avec les communautés locales et autres partenaires pour le bien-être des populations congolaises et de l'humanité tout entière. Conscient de l'impératif de lier la conservation de la nature au développement socio-économique des populations riveraines des aires protégées et du fait que la conservation de la biodiversité et des aires protégées est fortement tributaire du bien-être des communautés riveraines, plusieurs programmes de développement économique ont été lancés autour des aires protégées de notre pays. Dans le cadre du programme indicatif national du 11e Fonds européen de développement, 40% du financement sont consacrés aux activités socio-économiques durables en faveur des populations vivant aux alentours des aires protégées concernées. Il s'agit ici des parcs nationaux de Virunga, du parc de la Garamba, du parc de la Salonga, du parc de Lupemba et de Kundelungu, ainsi que de la réserve de biosphère de Yangambi. Les actions menées portent sur les secteurs suivants: les infrastructures d'intérêt communautaire, infrastructures routières, sanitaires et scolaires, l'agriculture, le renforcement des capacités des communautés. À titre d'exemple, l'on peut citer le programme dénommé Alliance Virunga, qui a déjà réalisé des investissements suivants au profit de la population du Nord Kivu. 1. Dans le domaine de l'énergie durable, 2 centrales hydroélectriques construites dans les territoires de Rutshuru et de Beni pour une capacité installée de 15 MW. La 3e centrale d'une capacité de 11 MW étant en finalisation dans les territoires de Lubero. 2. Dans le domaine de l'appui aux petites et moyennes entreprises, des prêts de développement d'activités et un accompagnement fourni à plus de 600 petites et moyennes entreprises. 3. Un programme agricole ambitieux visant à booster les filières légales de cacao, café et de cultures innovantes telles que la graine de chia et la transformation des récoltes en chocolat. Dans le paysage du parc national de la Salonga, les activités réalisées au cours de ces 3 dernières années sont la construction des ponts, la réhabilitation des écoles, l'aménagement des sources d'eau potable, le forage de puits, la construction de greniers, l'appui à l'élevage en faveur des communautés, l'alphabétisation des femmes, etc. Aucun effort n'est ménagé pour mobiliser des investissements, tant privés que publics, pour accompagner le développement économique autour de nos aires protégées et ainsi contribuer à la mise en œuvre de la vision du chef de l'État pour l'émergence d'un Congo prospère. Le ministre Claude Nyamugabo reviendra jeudi pour répondre à cette problématique et à d'autres questions sécuritaires liées à la gestion des aires protégées. La Commission a abordé l'éternelle question de la gestion des entreprises publiques avec le ministère de tutelle. Les élus seront également fixés au terme
du délai légal, soit 48 heures. Nous avons initié la réforme depuis 2008 avec un cadre juridique bien défini. Où est-ce que nous en sommes? Si nous avons la même compréhension de la réforme, on sait d'où on vient, où est-ce qu'on en est et où est-ce qu'on va. Elle s'est faite en 3 phases. La première phase était juridique. Elle a consisté à la transformation des entreprises publiques en sociétés commerciales. C'est-à-dire qu'on a changé le statut juridique. Mais avec ce seul changement du cadre juridique, on ne peut pas espérer relancer les entreprises dans le secteur minier, tout comme dans tous les secteurs. Il faut passer à la deuxième phase. La deuxième phase, nous l'appelons la phase de la consolidation. C'est-à-dire qu'il faut arrêter la dégradation. Alors la phase de la consolidation, je pense qu'elle est la plus difficile. En quoi elle consiste? Il faudra voir, on a fait les contrats de performance qui n'ont pas donné de résultats. Les contrats de services, 10 ans, ça n'a pas donné de résultats. Il faudra aujourd'hui, beaucoup de sociétés minières aussi, ils souffrent d'un déséquilibre financier. Il y a le personnel qui est pléthorique. Il y a des conventions collectives qui sont onéreuses. Il y a les créances sur l'État qui ne sont pas payées. Et l'État n'a pas joué son rôle en tant qu'actionnaire. Alors donc, pour pouvoir relancer, il faudra organiser des missions. Quelles missions? Les missions de restructuration financière. Il faut doter les sociétés de plans stratégiques. Il faut doter les sociétés de cost killing, c'est-à-dire la maîtrise des charges. Tout ça, c'est ce que nous appelons la consolidation pour le redressement. Et alors, on peut passer maintenant à la troisième phase, la phase de la restructuration. Voilà un peu brièvement la stratégie, comment elle se donne. Nous sommes dans la deuxième phase et nous voulons aller vers la troisième phase. Et la restructuration, je pense que nous irons dans le sens de la récapitalisation de ces sociétés. Soit on va opter pour les multiples contrats de PPP, donc introduire le secteur privé. Il ne s'agit pas de la libéralisation sauvage, il s'agit du désengagement rationnel de l'État. Introduire le secteur privé pour récapitaliser, pour booster et permettre à ces sociétés d'atteindre leur équilibre sur le plan financier. Nous avons été satisfaits par les explications de Son Excellence, Monsieur le Ministre, mais être satisfait ne signifie pas que tout va bien. Il nous a expliqué la situation dans laquelle se trouvent ces entreprises et il y a des problèmes. Et nous avons fait des recommandations pour que les sociétés qui étaient les fleurons de notre économie et qui ont géré l'État en tant que tel et les provinces pendant des années. Quand vous regardez la MIBA au centre du pays, vous regardez la Somenki à l'est et la Somikivu, ou la Gécamine et la Sodimiko au sud-est, ou la Sokimo au nord-est, c'était des fleurons de notre économie qui ont permis à des générations et des générations de vivre. Et nous estimons que l'État aujourd'hui doit les prendre en charge pour que ces entreprises puissent revivre. Ils ont avancé de l'argent à l'État, l'État doit leur permettre aujourd'hui de se retrouver. En même temps, nous avons demandé au ministre du portefeuille, qui est le patron des entreprises publiques, de faire en sorte que ces entreprises qui ont des créances vis-à-vis des tiers, de les recouvrer le plus vite possible. C'est le cas de la Gécamine vis-à-vis des KCC, à qui KCC doit plus de 250 millions de dollars aujourd'hui, et qu'il faut absolument que les ministres s'impliquent pour les retrouver. La Sokimo a plusieurs partenaires qui doivent de l'argent. Il faut que cet argent-là entre dans ces entreprises pour que cette société-là vive. La Gécamine, s'il n'est pas payé aujourd'hui, va arrêter la production et ne sera plus payé son personnel. Et nous estimons que c'est une urgence nationale qu'il faut absolument régler. D'autre part, nous estimons que les moyens pour lancer cette société ne doivent pas nécessairement venir de l'extérieur. Si nous avons été capables aujourd'hui de dépenser plus de 600 millions de dollars pour construire des échangeurs dans la ville de Kinshasa, nous pouvons financer ces entreprises. À quoi nous sert aujourd'hui le fonds de promotion industrielle si on ne peut pas financer nos propres industries qui peuvent permettre à ce que l'économie nationale puisse revivre?